Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Avant de commencer, vous avez peut-être remarqué que dernièrement, je ne publie pas très régulièrement mes épisodes. Mon planning a été bien chargé ces derniers mois et pour chaque épisode, je fais beaucoup de recherches. Je lis des articles, des interviews, des études, je regarde parfois des documentaires, donc à chaque fois, c'est un processus assez long. En tout cas, merci à vous de continuer d'écouter mon travail. J'espère que tout ça vous aide à progresser en français et j'espère aussi pouvoir publier plus régulièrement pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelle année, bonne année à toutes et à tous. J'espère que cette année 2026 vous apportera plein de belles choses. Je regarde à l'instant même par la fenêtre de chez moi et je vois qu'il neige. Il neige, it snows. Il neige. On commence bien l'année. Une année qui commence, c'est aussi une année qui se termine. Bye bye 2025. Mais avant de dire au revoir pour de bon, voyons un peu ce qu'il s'est passé pendant cette année 2025. 2025 a été une année mouvementée dans l'actualité, dans le monde et en France bien sûr. Mais que s'est-il passé exactement? Quels ont été les événements les plus marquants, les plus impactants de 2025? Pour retracer un peu cette année compliquée, j'ai interrogé plusieurs personnes dans la rue afin de tester un peu leur connaissance de l'actualité en France. Est-ce que vous comprenez bien ce mot? L'actualité. L'actualité, c'est ce qui est actuel, ce qui se passe en ce moment. Quand on parle d'actualité par rapport aux médias, on parle des news, on parle des informations récentes. Et donc attention, quand on dit actually en anglais, c'est complètement différent. On ne traduit pas actually par actuellement. Actuellement, ça signifie en ce moment. Pour traduire actually en français, on dirait en fait. Allez, c'est parti, on démarre notre petit quiz. Et vous allez voir que ça va être aussi un bon test de compréhension parce que les Français et les Françaises parlent vite. Pour cette première question, j'ai demandé quel sujet a été le plus discuté cette année dans les médias en France. En général, les infos sur les US. Le conflit Palestine-Israël. Gaza. Le budget? Il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Il y a une bonne crise politique française et beaucoup d'incertitudes pour beaucoup de gens, je pense. Et oui, le sujet qui a été le plus discuté dans les médias cette année en France, c'est la crise politique du pays. Vous avez peut-être un peu suivi depuis l'étranger. Cette année, ça a été bien compliqué. Changement de Premier ministre, problème de budget, manifestations, une année bien mouvementée. À la rentrée, en septembre, il y a eu notamment une grande journée de mobilisation contre le gouvernement. La journée Bloquons tout. Bloquons du verbe bloquer. Bloquons tout, let's stop everything, let's block everything. Pendant cette journée Bloquons tout, beaucoup de Français et de Françaises se sont mobilisés pour s'opposer à des mesures jugées injustes du gouvernement pour faire des économies sur le budget de la France et réduire le déficit du pays. La mobilisation s'opposait aussi à l'arrivée du nouveau Premier ministre. Mais d'ailleurs, qui c'est ce Premier ministre? Qui est le Premier ministre actuel de la France? Attends, le nouveau dernier. Je sais plus, c'est un vieux... Le Cornu. Yes. Son prénom? Sébastien. Le Cornu. Le Cornu. C'est dommage que ce ne soit pas une vidéo parce que quand j'ai posé cette question, beaucoup de personnes ont répondu par un silence.
On a eu tellement de premiers ministres différents ces derniers temps que c'est compliqué de s'y retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire s'y retrouver ? C'est pas facile à expliquer, mais c'est une expression très pratique à connaître. Dans ce cas-là, s'y retrouver, c'est dans le sens de réussir à comprendre. On a eu tellement de premiers ministres différents que c'est compliqué de comprendre la situation. C'est compliqué de réussir à comprendre. C'est compliqué de s'y retrouver. Parmi les personnes qui ont répondu, on a entendu une personne dire « c'est un vieux ». Un vieux, c'est une manière assez familière de dire une personne âgée. Alors, on a eu des vieux, des hommes plus âgés, en Premier ministre récemment, mais le tout dernier Premier ministre, donc le Premier ministre actuel, il est plutôt jeune, 39 ans, Sébastien Lecornu, un proche d'Emmanuel Macron. Troisième question, quel ancien président français a été condamné à une nouvelle peine de prison en 2025 ? Une peine de prison, c'est a prison sentence, une peine de prison. Macron. Sarkozy. Sarkozy. Nicolas. Sarkozy. Sarkozy. Ouais, c'est Sarkozy. Alors là, il n'y a pas eu trop de doutes. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Trop de doutes, trop de doutes. Vous voyez, quand on parle, le français change beaucoup. Donc là, il n'y a pas eu trop de doutes. Bon, il y a juste une personne qui a répondu Macron. Mais pour sa défense, il est italien. Il y avait 2 touristes italiens qui ont bien voulu essayer de répondre à quelques questions. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire à l'étranger ? J'imagine que pour beaucoup, vous savez qui est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a été président de la France de 2007 à 2012. Mais aujourd'hui, il est accusé dans beaucoup d'affaires. Pour expliquer simplement, il y a 2 affaires principales pour lesquelles l'ancien président est accusé. Une affaire qui concerne la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 et une deuxième affaire qui concerne une deuxième campagne présidentielle en 2012. Après la campagne de 2007, Sarkozy est devenu président. Il a gagné l'élection présidentielle. Et en 2012, il a perdu. Il a perdu face à François Hollande. Dans la première affaire qui date de 2007, Sarkozy est accusé d'avoir reçu de l'argent d'un pays africain, la Libye. À cette époque, la Libye était dirigée par le dictateur Kadhafi. C'est pour ça qu'on appelle cette affaire l'affaire Sarkozy-Kadhafi. En fait, cet argent, il aurait été utilisé pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy. Et c'est quoi le problème ? Alors, c'est un problème pour différentes raisons. Mais notamment, une des raisons, c'est qu'il est illégal en France de recevoir de l'argent d'un pays étranger pour financer une campagne politique. C'est donc un financement illégal. Le deal aurait aussi été qu'en échange de cet argent, Sarkozy devait aider Kadhafi à revenir sur la scène internationale. Pour cette raison, Sarkozy est accusé de corruption passive. L'affaire est encore en cours, in progress, l'affaire est encore en cours, mais l'ancien président a déjà été en prison pendant 20 jours. C'est une première. C'est la première fois qu'un président va en prison en France sous la Ve République. Comme je disais, la deuxième affaire concerne la deuxième campagne présidentielle de Sarkozy. C'est à nouveau une affaire qui concerne des financements de campagne. Pour cette campagne-là, Sarkozy a été condamné cette année 2025.
Il a été condamné à 1 an de prison. Là aussi, c'est pour un financement illégal de sa campagne présidentielle. Et alors, cette fois-ci, pourquoi est-ce que c'était illégal ? Aux États-Unis, quand une personnalité politique fait sa campagne pour les élections présidentielles, il n'y a pas de limite dans le financement. On peut dépenser autant d'argent qu'on veut. We can spend as much money as we want. On peut dépenser autant d'argent qu'on veut. En France, c'est différent. Il y a une limite. Mais la campagne de Sarkozy a considérablement dépassé cette limite. Dépasser, to exceed. La campagne de Sarkozy a considérablement dépassé cette limite. Et pour cacher ce dépassement, Sarkozy et son équipe auraient utilisé des fausses factures. Des fausses factures, falsified invoice. Sarkozy et son équipe auraient utilisé des fausses factures. 4e question. Contre quelle équipe de football le PSG a gagné la finale de la Ligue des Champions ? Alors, le football en Europe, c'est très différent du football américain. Et en France, on dit souvent le foot, tout simplement. Le football ou le foot. Le PSG, donc, c'est une équipe de football ou de foot en France, c'est le Paris Saint-Germain, le PSG. Je répète la question, contre quelle équipe de football le PSG ou le Paris Saint-Germain a gagné la finale de la Ligue des Champions ? Manchester. Ah, Manchester, ouais. C'était en Allemagne et c'était contre, je sais plus. Le Barça ? United quelque chose. C'était Inter. Pour les fans de foot, vous savez sûrement que le PSG a gagné la Ligue des Champions pour la première fois. Et la finale était en effet contre l'Inter Milan. Le PSG a gagné 5-0. Personnellement, je m'en souviens bien parce que j'étais avec une amie anglaise qui voulait absolument voir le match. Et à chaque but, un but c'est a goal, each goal, à chaque but, c'était la folie. Des cris, de la bière qui volait, les klaxons des voitures, c'était très intense. Les médias ont aussi beaucoup parlé de cette finale parce qu'après la victoire, il y a eu énormément de violence dans les grandes villes. Allez, une autre question sport. Qui a gagné la finale du simple homme du tournoi de tennis Roland-Garros? Le truc qui a duré 3 heures. C'est un hispanique. Alvarez. Alvaro. C'est pas l'espagnol, là ? Alcaraz. Alcaraz, ouais, bien joué. Si. Est-ce que vous avez vu cette finale épique ? Personnellement, j'étais dans un bar à Paris et c'était un match incroyable, un match en 5-7 avec d'un côté le joueur italien Yannick Sinner et le grand gagnant, l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'était la plus longue finale de l'histoire du tournoi de Roland-Garros. Et qui a gagné la finale du simple dame ? Oh là, non. Je l'ai pas. Et alors là, j'ai honte, mais... Je ne sais pas. C'était Coco. Ouais, très bien. Wow. J'adore le tennis. La finale du simple dame a été gagnée en 3-7 par la joueuse américaine Coco Gauff contre la joueuse biélorusse Aryna Sabalenka. Prochaine question. En juin, dans quelle ville de France s'est déroulée la conférence des Nations Unies sur les océans ? Vous voyez, la prononciation est très différente. En anglais, c'est ocean. En français, les océans. Par exemple, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, etc. Wow. J'en ai pas entendu parler. Je sais pas. Je sais pas. Montpellier. Je sais plus. C'était pas Marseille ? Marseille. Nice. Alors, il n'y a aucune personne qui a réussi à répondre spontanément à cette question. Pourtant, c'est un sujet très important. Les océans produisent la moitié de l'oxygène qu'on respire et c'est aussi la principale source de protéines pour plus d'1 milliard de personnes sur cette terre. On ne peut pas vivre sans nos océans, mais malheureusement, aujourd'hui,
leur santé se dégrade très rapidement. La température des océans augmente, la pollution plastique est très importante et la biodiversité des océans souffre énormément. De nombreuses espèces marines sont aujourd'hui menacées d'extinction. Cette 3e conférence des océans, qui s'est déroulée en France cette année, était donc absolument essentielle. Et elle s'est déroulée dans le sud de la France, à Nice. Une 60aine de chefs d'État, des scientifiques et des organisations étaient présents pour l'événement. C'est quoi une 60aine ? Une 60aine, ça vient du nombre 60. C'est pour dire environ 60. Je répète, une 60aine de chefs d'État, des scientifiques et des associations étaient présents pour l'événement. Au final, cette conférence aura permis quelques progrès à l'international. Plusieurs pays ont fait des annonces fortes pour augmenter la protection des océans, mais pour plusieurs organisations, les mesures annoncées ne sont pas suffisantes et la France a déçu, la France a déçu dans son engagement pour protéger la biodiversité. 8e question, que s'est-il passé le 19 octobre 2025 au musée du Louvre ? Il n'y avait pas le concert de Gaël Faye, non. Le vol. Ah, le vol. Le vol des bijoux. De la couronne. Oh, les bijoux. De la reine. Il y a eu un Cambriolage. Un cambriolage, ouais. Il y a un cambriolage. On croirait presque un scénario de la suite de la série de films Ocean's 11. Le 19 octobre 2025, vers 9h du matin, 4 individus entrent dans le musée du Louvre en brisant une fenêtre. Et en 7 minutes, volent 8 bijoux d'une valeur estimée à plus de 88 millions d'euros. Un cambriolage tout aussi exceptionnel que choquant. C'est comme ça qu'on dit, un cambriolage. Un cambriolage, ça vient du verbe cambrioler. Et un synonyme du verbe cambrioler, c'est voler, to steal. Donc ici, on peut parler d'un vol ou d'un cambriolage. Normalement, on parle de cambriolage pour une maison ou pour un appartement. Quand une personne entre illégalement dans une maison ou dans un appartement pour voler des objets de valeur. Mais ici, de manière exceptionnelle, il s'agit d'un cambriolage d'un musée. Et du plus célèbre musée du monde, le musée du Louvre. Depuis le cambriolage, des suspects ont été identifiés, mais les bijoux n'ont pas été retrouvés. Cette année, on a beaucoup parlé de l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Avant de poser ma question sur l'actualité concernant l'IA, j'ai demandé un peu aux personnes que j'ai interrogées leurs impressions sur l'IA. Alors, ça va pas être toujours facile de comprendre, je vous conseille de lire la transcription. J'ai retranscrit toutes les réponses, donc j'espère que ça va vous aider. J'ai aussi mis un petit passage d'une réponse d'un des 2 Italiens que j'ai interrogé et qui a répondu en anglais. Ça vous fera une petite pause. Et avant d'écouter les réponses, je vous donne quelques mots de vocabulaire pour vous aider à suivre. Je suis un peu contre. I'm a bit against it. Je suis un peu contre. Éviter. To avoid. Éviter. Une demande. A request. Une demande. Les trucs créatifs. Les trucs is a familiar way to say things. Les trucs. Les trucs créatifs, creative things. Je suis 100% contre. I'm 100% against. Je suis 100% contre. Ça fait peur. It's scary. Ça fait peur. Effrayant, c'est quand quelque chose fait peur. So to say it's scary, you can say ça fait peur or c'est effrayant. Je suis technophile, c'est donc une personne qui adore la technologie. Je suis technophile.
Moi, je suis un peu contre, mais en fait, c'est tellement devenu présent dans notre vie que maintenant, c'est dur de l'éviter. Ouais. Je sais qu'il y a des impacts, par exemple, même l'eau à chaque demande que tu fais. Donc, j'essaie d'éviter, mais des fois, c'est difficile. Ouais. Et en général, par rapport à tous les trucs créatifs, je suis 100% contre. Moi, j'utilise beaucoup, mais je sais que c'est pas bien du tout. Ouais, tu utilises beaucoup. C'est difficile de l'éviter. Tu utilises ChatGPT. Ouais. Mais tu es consciente que c'est pas. Oui, et il faut vraiment que j'arrête aussi. Et tu sens que c'est une espèce d'addiction presque ou... Ouais. ChatGPT, j'aime bien, j'utilise pour étudier sans abuser. Mais les vidéos qu'on voit sur Instagram, par exemple, faites avec l'intelligence artificielle, et certains, c'est vraiment difficile de voir la différence entre vrai et faux. Et ça me fait peur. Ça fait peur, ouais. I think that is like something that has a big potential, but it's also a big speculative bubble, you know. Je suis technophile, j'adore l'IA et si ça va changer notre société, je trouve que ça va être formidable ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est un désastre écologique. Je trouve qu'on a eu très peur très tôt. Il y a l'enthousiasme par rapport à la technologie, enfin personnellement par rapport à la technologie, mais après dans ce que ça va apporter à la société, ça va détruire la société comme on la connaît aujourd'hui. Après en bien ou en mal, il y a tout à repenser quoi. Ça a transformé plus que détruire. Oui, détruire ou transformer, mais ça va, il y a tout à repenser quoi. Moi, ça me fait peur, mais comme je sais qu'on va plus avoir le choix, j'essaie de me faire une raison et de chercher. Voilà. J'ai trouvé le seul point positif de l'IA. C'est quoi ? Mais ça redonne de la valeur à l'échange direct. Effrayant. Ça prend des proportions non maîtrisées et qui vont beaucoup trop loin, d'un point de vue écologique, économique et sur tous les points de vue en fait. J'ai peur qu'ils nous remplacent. J'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur que l'art disparaisse. Et j'aimerais bien que les gens soient un peu plus critiques quant à leur consommation. Donc après tout ça, question actualité concernant l'IA. Dans quelle ville française s'est déroulé le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ? Je l'ai vu, mais j'ai complètement oublié. C'est Paris. Non ? C'était où ? Paris. Paris, ouais. Ouais, c'est Paris, j'imagine. En février 2025, des représentants et représentantes d'une centaine de pays se sont réunis au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Ce sommet a pour objectif d'encourager la coopération internationale dans le développement de l'intelligence artificielle et aussi de mettre en place plus de réglementation. Emmanuel Macron a profité de cette occasion pour mettre en lumière le développement de l'IA en France. Prochaine question, quelle pétition a fait beaucoup de bruit cette année et a été signée par plus de 2 millions de personnes en France? Alors, l'expression « quelque chose qui fait beaucoup de bruit ». Le bruit, c'est « noise », « something that makes a lot of noise ». Donc, quelque chose qui fait beaucoup de bruit, c'est quelque chose qui fait sensation, qui génère beaucoup de discussions, de polémiques. Je répète, quelle pétition a fait beaucoup de bruit cette année et a été signée par plus de 2 millions de personnes en France. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas d'idée. Je l'ai signé, attends. Parce qu'il y avait celle contre... Attends. C'est vrai. Non mais tu l'as signé, tu sais pas ce que t'as signé. C'était pas contre les retraites. Contre la loi que j'ai oublié son nom, les pesticides. Et je l'ai signé en plus. C'est sur l'usage des pesticides et tout, où les agriculteurs voulaient plus de pesticides. Et du coup, il y a une signature pour dire non. Et là, contre la loi sur les pesticides, etc. Ouais, exactement. Du plomb. Ah du oui, plomb. La loi du plomb. Ah oui, les trucs sur le cancer. Pétition contre la loi du plomb. La loi du plomb. Cette pétition, qui a été signée par plus de 2 millions de personnes en France, c'est la pétition qui s'appelle « Non à la loi du plomb ». C'est la deuxième pétition la plus signée de l'histoire de France. Pour comprendre, c'est quoi la loi du plomb ? Donc une loi, une mesure, a law. C'est quoi la loi du plomb ? Cette loi du plomb, elle permet notamment de faciliter la création d'élevage intensif. L'élevage, c'est cattle farming.
Donc cette loi, elle permet notamment de faciliter la création d'élevages intensifs et de faciliter l'utilisation de pesticides toxiques. La loi a été adoptée en juillet sans débat à l'Assemblée nationale. Without a debate, sans débat à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est cette institution française où les députés qui représentent la population discutent et votent les lois, les mesures. Mais suite à cette adoption de la loi, il y a eu un grand mouvement d'opposition et beaucoup de personnes se sont mobilisées et ont signé cette pétition pour dire non à la loi du plomb. La pétition dénonce cette loi comme étant une attaque contre la santé publique, la biodiversité, le climat, etc. Même après la pétition, la loi a été définitivement adoptée. Mais il y aura un débat à l'Assemblée nationale en 2026 concernant cette pétition. C'est une première, c'est la première fois qu'une pétition est débattue, du verbe débattre, est débattue à l'Assemblée nationale pendant la Ve République. Ça permettra, par exemple, de discuter de l'inquiétude des Français et des Françaises concernant l'utilisation des pesticides. On a parlé tout à l'heure de la condamnation de Sarkozy. Quelle autre personnalité politique a été condamnée à 4 ans de prison et 5 années d'inéligibilité? Inéligibilité, c'est pas facile à prononcer. L'inéligibilité, c'est quand on ne peut pas être élu. We can't be elected. L'inéligibilité. Donc je répète, quelle autre personnalité politique a été condamnée à 4 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité? Oui, elle, Marine. Je crois Le Pen. Ouais, Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Le Pen. Pérou. Mince, on avait presque un sans faute, même nos amis italiens savaient. On a juste une personne qui a répondu Bayrou pour François Bayrou, qui était le Premier ministre avant Sébastien Lecornu. C'est donc une autre affaire politique qui a beaucoup été discutée dans les médias cette année. La condamnation de Marine Le Pen du parti d'extrême droite, le Rassemblement national. Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison et à 5 années d'inéligibilité. Ça signifie notamment que, normalement, elle ne peut pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mais pourquoi est-ce que Marine Le Pen a été condamnée? Alors, Marine Le Pen, elle a été condamnée pour une affaire assez ancienne. En fait, avant de s'appeler le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen s'appelait le Front national. À l'époque, Marine Le Pen et d'autres membres du Front national étaient députés au Parlement européen. En tant que députés européens, Marine Le Pen et d'autres députés européens du Front national avaient reçu, à l'époque, de l'argent du Parlement européen. Cet argent du Parlement européen, il était destiné à payer des assistants ou des assistantes pour aider les députés dans leurs différentes missions. Mais le parti est accusé d'avoir mis en place un système pour utiliser cet argent afin de financer les activités du Front national. En tout, ça représente 4 millions d'euros. Marine Le Pen et d'autres anciens membres du Front national ont donc été condamnés pour cette affaire. Mais cette condamnation n'est pas finale. Marine Le Pen a fait appel et donc la suite sera en 2026. Une autre question sport. Quel pays a gagné le tournoi de rugby des 6 nations en 2025? L'Irlande. Pays-Bas. Angleterre. Ouais, C'était pas ça m'a étonné l'Écosse aussi. L'Islande. La France. Est-ce que vous regardez des matchs de rugby? En France, le rugby est un sport très populaire et d'ailleurs, la finale du tournoi des 6 nations est le programme qui a été le plus regardé en 2025 à la télévision française. Ce match opposait l'Écosse à la France et c'est la France qui a gagné. C'est la France qui a gagné le tournoi des 6 nations en 2025.
Pour cette prochaine question, à peu près tout le monde a répondu très rapidement. Je ne pouvais même pas finir la question. Quel économiste français a proposé une loi pour taxer le patrimoine des ultra-riches? Loi pour taxer le patrimoine des ultra-riches. Pour taxer le patrimoine des ultra-riches. Zuckman. Taxer le patrimoine des ultra-riches. Zuckman. Monsieur Zuckman. Cette année, ça a été le grand débat en France et dans le monde. Faut-il taxer plus les riches? À cette question, l'économiste français Gabriel Zuckman répond oui. Dans le contexte du déficit public de la France et des problèmes de budget dont on a parlé au début de l'épisode, selon Gabriel Zuckman, cet impôt pour taxer plus les riches serait une solution efficace. Un impôt, en anglais, c'est a tax. Donc, selon Gabriel Zuckman, cet impôt pour taxer plus les riches serait une solution efficace. Cette taxe, elle est soutenue par 7 prix Nobel d'économie et, selon Gabriel Zuckman, elle permettrait d'économiser 20 milliards d'euros à la France. Et en quoi elle consiste exactement, cette taxe? Cette taxe consisterait à mettre en place une taxe de 2% par an sur les patrimoines qui sont plus élevés que 100 millions d'euros. J'explique un peu. C'est quoi un patrimoine? Un patrimoine, c'est ce qu'on possède. C'est nos richesses. Par exemple, sa maison, sa voiture, etc. En anglais, on dit estate property. En français, un patrimoine. Imaginez que vous avez un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Alors vous devrez payer une taxe de 2%, c'est-à-dire 2% de la valeur totale de votre patrimoine. Cette taxe, elle concernerait une toute petite minorité de la population en France. Cette petite minorité, elle paye déjà des impôts, mais selon Gabriel Zuckman, ces impôts sont trop bas et le principe d'égalité devant l'impôt n'est pas respecté. En fait, cette petite minorité paye en proportion moins d'impôts, less taxes, moins d'impôts que le reste de la population. Selon Gabriel Zuckman, le principe d'égalité devant l'impôt n'est donc pas respecté. Cette loi pour taxer le patrimoine des ultra-riches, elle est approuvée par 86% de la population française, mais elle n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Les critiques principales des opposants à cette taxe sont que cette taxe encouragerait les ultra-riches à quitter la France. Des études montrent cependant que ce risque est en réalité assez faible. Les critiques d'économistes opposés à la taxe Zuckman disent également que cette taxe ne serait pas efficace si, en parallèle, une taxe similaire n'est pas adoptée en Europe ou à l'international. Et selon eux, according to them, selon eux, même avec cette taxe, les ultra-riches trouveront d'autres stratégies d'optimisation. Allez, dernière question, c'est un épisode très long pour commencer l'année. Quelle grande peintre autodidacte française était à l'honneur en 2025 au Musée national d'art moderne qu'on appelle plus simplement le Centre Georges Pompidou? Je l'ai pas vu. Liquide Saint-Phal, non? Elle est pas peinte. Non. Ah, je suis pas allé. Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Ça commence par un M. Vallotton. C'est pas Vallotton? Vallonné? Presque. La grande peintre autodidacte qui était à l'honneur cette année au Centre Georges Pompidou, c'était la peintre Suzanne Valadon. Personne n'a réussi à répondre à cette question. Personne n'a réussi à trouver la réponse. Si vous êtes allé à Paris et que vous aimez l'art moderne, vous connaissez sûrement le Centre Georges Pompidou. Le Centre Georges Pompidou, il se situe au centre de Paris et il s'appelle officiellement le Musée national d'art moderne. D'ailleurs, le Centre Georges Pompidou, il va être fermé pendant 5 ans. Il vient juste de fermer
et il sera ouvert à nouveau en 2030. Et donc, qui était Suzanne Valadon ? Suzanne Valadon, c'était une des rares peintres du 19e siècle en France qui était une femme. Elle était d'abord modèle et ensuite elle est devenue peintre et elle habitait à Paris, plus exactement à Montmartre. Ses peintures sont aujourd'hui exposées à Paris, mais aussi au Metropolitan Museum of Art à New York. Voilà, c'est fini. Désolée, je pensais pas que l'épisode serait aussi long. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu l'actualité mouvementée de la France en 2025. Et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.